Et il y a eu un choix dans les années 80, notamment d'industriels du pétrole américain, de nourrir une machine de désinformation pour remettre en cause la véracité du réchauffement. Ce qu'on voit maintenant, c'est une désinformation 2.0 qui ne nie pas le réchauffement, qui ne nie pas l'influence humaine, mais qui cherche à rendre chaque levier d'action clivant, avec des formes d'obscurantisme technophile, c'est-à-dire on prend les fruits de la connaissance scientifique quand elles conduisent à des technologies qui permettent d'accumuler des richesses ou du pouvoir, mais pas le reste qui peut déranger, par exemple les connaissances scientifiques en termes de changement climatique ou d'érosion de la biodiversité. Et à chaque fois, en fait, ce sont des méthodes qui utilisent également les réseaux sociaux, qui visent à donner l'impression d'un mouvement citoyen venant de la base sur les sujets liés à l'environnement, alors qu'en fait, ce sont les algorithmes qui favorisent les contenus clivants, et du coup, qui donnent cette impression d'extrême polarisation, qui n'est pas réelle. Aujourd'hui, nous allons parler du climato-scepticisme 2.0. En effet, alors que ces 3 dernières années ont été particulièrement frappantes en termes de sécheresse, d'incendies et d'inondations, les discours climato-sceptiques semblent non seulement ressurgir dans l'opinion publique, mais prendre une nouvelle forme. Vous êtes sur le podcast Circular Métabolisme, le podcast pour mieux comprendre le métabolisme de nos sociétés et leurs impacts socio-écologiques. Et pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Valérie Masson-Delmotte. Valérie Masson-Delmotte est climatologue, membre du Haut Conseil pour le climat et ex-présidente du premier groupe du travail du GIEC. Dans cet entretien, nous verrons ce que nous apprennent vraiment les études scientifiques sur le climat du passé. Avec un niveau de CO2 dans l'atmosphère qui est 50% de plus que le plus élevé au cours de 800 000 ans. Le niveau de certitude que nous avons sur les causes du dérèglement actuel. Et donc si on prend le niveau de réchauffement planétaire, il est à 1,2 degré de plus que le climat de la fin du 19e siècle. Et la partie attribuable aux activités humaines, c'est 1,2 degré. Ce qui nous attend véritablement dans les années à venir et comment les États s'y préparent. Et puis quand on regarde la réalité, on voit que sur les derniers 10 ans, le réchauffement en métropole, il a déjà atteint le niveau qui était anticipé en 2030. Et la nouvelle forme que prend le climato-scepticisme face à tout cela, mise en avant par Trump, l'extrême droite et certaines grandes entreprises via des techniques de désinformation sur les réseaux sociaux. Et donc ce que l'on voit maintenant, c'est une obstruction organisée, systématique. C'est vraiment extrêmement visible aux États-Unis où les premières décisions de l'administration Trump-Musk, ça a été de freiner tous ces leviers d'action. Bon épisode, et si vous voulez voir plus d'épisodes comme celui-ci, abonnez-vous. Bonjour Valérie Masson-Delmotte. Bonjour. Merci beaucoup pour ce moment. Donc, comme je disais, je voulais qu'on sépare cette discussion en 3 points. Premièrement, on peut peut-être commencer par ton métier, paléoclimatologue. Que fait un paléoclimatologue et surtout, à quoi nous sert de connaître les climats passés ? Alors, l'étude des climats passés, c'est l'étude du climat avant qu'on ait des mesures directes par des instruments. Et donc, on va utiliser des informations qui vont être déposées soit dans des archives historiques, soit dans des milieux naturels. Et donc, au final, le métier de paléoclimatologue, c'est d'aller quantifier une information climatique dans un milieu naturel à partir d'une mesure qu'on va appeler un proxy, par exemple, c'est-à-dire une mesure par substitution. Donc moi, j'ai notamment travaillé à partir des informations issues de carottage dans des glaciers et des calottes de glace, Groenland et Antarctique. Et puis j'ai aussi travaillé sur des informations issues de l'analyse d'anneaux de croissance des arbres, donc plutôt à nos latitudes, et à chaque fois avec des outils de géochimie isotopique, c'est-à-dire la capacité à faire des mesures très précises de rapport de molécules lourdes et légères, de l'eau, de la cellulose, qui elles-mêmes vont être reliées au cycle de l'eau atmosphérique, et avec des effets notamment dépendants de la température. Il y a également des techniques de datation, et ce que je décris, c'est chaque nouvelle archive, c'est une pièce de puzzle, où en fait le but c'est d'arriver à reconstituer finalement en 4D, c'est-à-dire du haut des montagnes au fond de l'océan, en fonction de la latitude et de la longitude, et au cours du temps, l'évolution de l'état du climat. Donc ça va être l'état de la circulation océanique, ça va être la circulation atmosphérique à travers ce qu'on retrouve en surface, donc ce travail-là, il nous permet de caractériser, de quantifier les grandes variations passées du climat ou les petites variations récentes. Et donc, il nous donne accès à tout le spectre de ce qu'on appelle la variabilité naturelle, qui est comment le climat répond à des facteurs naturels, à l'échelle tectonique ou bien à l'échelle astronomique. La trajectoire de la Terre autour du Soleil, les variations de l'activité du Soleil, l'occurrence d'éruptions volcaniques.
Ça nous permet également de bien caractériser ce qu'on appelle la variabilité spontanée ou interne du climat, les fluctuations rares entre l'océan et l'atmosphère, ce qu'on appelle les modes de variabilité. Et ça nous permet d'avoir du recul pour situer et prendre la mesure de la perturbation actuelle qui est due aux activités humaines. Donc souvent on le réduit à depuis combien de temps on n'a pas eu ça, mais c'est plus profond en fait ce qu'on apprend des climats passés. Et sur le fond, pour moi comme physicienne du climat, ça nous donne accès à des sortes d'expériences naturelles sur le climat de la Terre, des perturbations naturelles, des fluctuations spontanées, qui vont nous permettre de tester notre compréhension physique des processus. Et donc un aspect important des climats passés, c'est le fait d'arriver à modéliser ces grandes variations avec une hiérarchie de modèles de climat plus conceptuels ou les mêmes à 3 dimensions de l'atmosphère, de l'océan, qu'on met au point pour le climat actuel et qu'on utilise pour les projections futures. Donc il y a un aspect important d'arriver à évaluer la confiance que l'on accorde aux projections, voire à utiliser ces comparaisons modèles donnés sur des climats passés pour arriver à contraindre la plage d'incertitude sur la réponse du climat, l'effet net de toutes les boucles de rétroaction notamment. Et puis dernière chose, il y a des composantes lentes dans le fonctionnement du climat, l'océan profond, la lente déformation des calottes de glace. On ne le mesure directement par satellite ou sur place que depuis quelques dizaines d'années. Et donc ça nous permet aussi de caractériser le fonctionnement de ces composantes lentes et par exemple la possibilité de présenter des changements abrupts, tous ces points de discussion autour de points de bascule viennent notamment de notre capacité à caractériser leur occurrence dans des conditions passées. Au final, être paléoclimatologue, c'est un peu un futur climatologue, si on veut. Enfin, l'idée de pourquoi on étudie le passé, c'est quand même pour mieux s'armer pour le présent et pour le futur. Alors moi, il y a aussi une recherche comme l'astrophysique, pilotée par la curiosité, le fait de ne pas accepter, de ne pas connaître, de ne pas comprendre. Et ça, c'est, je pense, une grande motivation de la plupart des personnes qui s'orientent vers l'étude des climats passés, qui sont passionnants pour eux-mêmes. Mais c'est vrai que travailler sur les climats passés dans le contexte où le climat change vite, ça prend aussi une autre dimension. Et en fait, de plus en plus, ce qu'on voit, c'est que les sciences du climat, elles s'appuient sur les observations directes et rétrospectives. Climat passé, c'est ça en fait. Elles s'appuient sur la compréhension des processus, sur de la modélisation, sur le fait de fournir à la société une information utile, ce qu'on appelle les services climatiques. Et finalement, on va naviguer entre ces différentes sources de connaissances pour les intégrer de plus en plus. Et donc on a des personnes qui vont arriver uniquement aujourd'hui sur, par exemple, la modélisation du climat, et puis à un moment donné vont aller chercher des contraintes qu'on peut tirer de climat passé pour affiner leur compréhension de la réponse du climat. Ça navigue dans tous les sens. Je pense que ça a été ces derniers 800 000 ans que tu as étudié plus ou moins avec les carottes Antarctique et Groenland, ou je me trompe? Alors, donc, dans les régions polaires, notre information, elle vient du dépôt de couches de neige successives, et donc on a différentes possibilités. Soit on va dans des endroits où il neige relativement beaucoup, et donc on peut avoir une information détaillée, quasiment saison par saison, au Groenland par exemple, et par contre, on pourra remonter moins loin vers le passé, parce que sur une même épaisseur, on aura moins de couches de glace successives. Et donc on peut travailler sur les variations climatiques des derniers siècles de manière fine au Groenland, par exemple. Et puis, plus on va dans les endroits secs où on a une grande épaisseur de glace, comme au centre de l'Antarctique, plus on va pouvoir remonter loin vers le passé. Donc le plus loin où moi je suis remontée au Groenland, c'était il y a environ 130 000 ans, c'est-à-dire la période chaude actuelle, la dernière glaciation, et la période chaude précédente, qui est intéressante parce qu'il faisait au pôle plus chaud qu'aujourd'hui parce que la trajectoire de la Terre était un peu différente. Donc la répartition de l'ensoleillement était un peu différente. Donc ça nous donne accès à des boucles de rétroaction de climat plus chaud et des moments où notamment le Groenland, l'Antarctique étaient réduits par rapport à aujourd'hui. Donc sur la montée du niveau de la mer, c'est aussi intéressant. Et du côté de l'Antarctique, donc les carottages les plus anciens à ce jour remontent sur environ 800 000 ans, ceux qui ont déjà été analysés. Donc c'est une succession de périodes chaudes et de périodes glaciaires qui nous permet de décrypter finalement les liens étroits entre les changements de trajectoire de la Terre autour du Soleil, la réponse du climat, la réponse du cycle du carbone, la réponse des calottes de glace, mais en fait aussi de la circulation océanique, et ce qui façonne en fait ces variations d'intensité, de durée
de périodes glaciaires et de périodes douces. Ça nous permet également de caractériser un ensemble d'instabilités rapides des climats passés, avec des phénomènes qui ne sont pas en phase entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, le Groenland et l'Antarctique, et qui marquent en fait des réorganisations de la circulation océanique, notamment de l'océan Atlantique. Voilà, donc ça c'est les grands aspects de ce sur quoi j'ai travaillé. Et la première chose, quand on regarde notamment avec des collègues suisses d'ailleurs, et la première chose que l'on voit quand on analyse la concentration en gaz à effet de serre sur 800 000 ans dans les carottages, dans les glaces, c'est la rupture actuelle, due à l'influence humaine qui perturbe profondément en fait la composition de l'atmosphère. Donc ça se voit vraiment, quand on fait on voit la rupture depuis la période de 1750 jusqu'à aujourd'hui, avec un niveau de CO2 dans l'atmosphère qui est quasiment 50% de plus que le plus élevé au cours de 800 000 ans, et avec un rythme d'augmentation qui est complètement inédit, qui est 8 à 10 fois plus rapide que les plus grandes variations à cette échelle de temps. Et donc actuellement, il y a un projet européen qui s'appelle Beyond Epica, donc qui visait à rechercher des enregistrements antarctiques encore plus anciens. Ça a été une grande réussite. Donc les collègues qui ont conduit ce travail de terrain ont obtenu des échantillons dont ils sont certains qu'ils remontent à plus d'1 million, 200 000 ans vers le passé, voire même davantage. Il y a plusieurs centaines de mètres de glace très ancienne. Donc c'est pas encore analysé, c'est en train de revenir en Europe. Et vraiment d'un point de vue de la compréhension du climat, c'est important parce que à cette période-là, entre 1,2 million d'années et 800 000 ans, on a la dernière grosse réorganisation du climat de la Terre, avec des glaciations qui sont devenues plus intenses et plus longues. Et le mécanisme exact n'est pas encore bien compris. Et donc, ne serait-ce qu'avoir un enregistrement fiable de la teneur en gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ça permettra de tester un certain nombre de processus à l'œuvre. Donc là, j'ai noté par exemple des concepts très importants tels que variabilité naturelle, on va le voir un peu plus tard dans cette question de climato-scepticisme. Enfin, ça a toujours changé, il y a toujours froid, il y a toujours chaud. Quand on parle de variabilité naturelle, ça veut dire quoi et en quoi elle nous aide de se séparer ou de se distinguer par rapport à ce qui se passe aujourd'hui ? Cette variabilité naturelle, elle est organisée à différentes échelles de temps. À l'échelle géologique, la position des continents change, et bien sûr, ça change la répartition des climats, ou le vieillissement du soleil, ou le fait que le volcanisme et l'altération des roches a façonné à très long terme la teneur en gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Bien sûr, ça a joué sur le climat à l'échelle géologique. Et puis, sur le dernier million d'années, c'est vraiment la trajectoire de la Terre autour du Soleil qui module la répartition de l'ensoleillement selon les latitudes et les saisons. C'est d'ailleurs très joli parce que le fait de comprendre que c'était le moteur des glaciations, c'est un travail d'un mathématicien, Milankovitch, au début du XXe siècle. Et en fait, son intuition, ses calculs ont finalement été confirmés, validés quand on a réussi à dater, finalement, dans les années 60-70, ces périodes glaciaires, et puis de plus en plus à arriver à décortiquer l'ensemble des phénomènes à l'œuvre. Après, si on regarde sur le plus court terme, donc à l'échelle des derniers milliers d'années, la géologie, elle est à peu près stable. Il y a juste des toutes petites fluctuations de l'activité du Soleil et de temps en temps des éruptions volcaniques. Et donc, à cette échelle de temps-là, ce que l'on caractérise comme variabilité naturelle, c'est en fait l'organisation donc de modes de variabilité spontanée du climat, comme l'occurrence d'événements El Niño, La Niña. Donc c'est deux fluides en rotation, l'atmosphère et l'océan sur notre planète, et donc ça entraîne des interactions d'ondes et une auto-organisation de cette variabilité interne. Et on a des phénomènes également liés par exemple au gyre dans l'océan Atlantique Nord qui entraînent une variabilité à l'échelle de l'ordre de quelques décennies et qui affectent les continents voisins. Voilà. Et donc, arriver à avoir un temps long, ça permet de caractériser cette variabilité, on va dire, interne, spontanée. Ça permet de caractériser et comprendre comment les éruptions volcaniques affectent la réponse du climat. Et ces éruptions volcaniques, c'est en injectant des poussières dans la haute atmosphère qui vont rester quelques années avant de retomber et qui vont avoir un effet, on va dire, parasol sur l'ensoleillement. Et puis ça perturbe le bilan d'énergie de la Terre, le climat y réagit. Et donc c'est ça ce qu'on essaye de comprendre le plus finement possible. Et c'est important d'ailleurs parce que si une éruption volcanique se produit demain,
on a établi une confiance dans la capacité à simuler la réponse du climat, et donc on aura une capacité de prévision pour la prochaine grosse éruption volcanique. Et donc tout ce travail, il montre toujours cette rupture, c'est-à-dire quand on regarde l'évolution des indicateurs clés de l'état du climat aujourd'hui, à partir des mesures directes et par satellite, de l'assimilation de toutes les données d'observation dans des modèles atmosphériques, ce qu'on appelle des réanalyses, c'est comme ça qu'on étudie le climat actuel. Donc ce que l'on voit, c'est une accumulation de chaleur dans le système climatique, donc un réchauffement en surface qui est inédit en ampleur, en vitesse sur plus de 2000 ans. Ensuite, c'est une accumulation de chaleur dans l'océan qui est inédite sur toute la période chaude actuelle. C'est une montée du niveau de la mer dont le rythme accélère qui est inédite sur plus de 2000 ans. C'est également donc un recul de la glace de mer arctique, un recul généralisé des glaciers qui est inédit sur plus de 2000 ans. Voilà. Donc ça, ce temps long des variations climatiques passées, elles nous permettent de voir cette rupture. Et puis ensuite, on a tout un travail d'attribution, un mot important en sciences du climat. Donc le climat, c'est cette machine complexe qui réagit à des facteurs naturels qui créent sa propre variabilité, qui a des facteurs amplificateurs stabilisateurs, et que les activités humaines perturbent. Et donc c'est notamment le chercheur allemand Klaus Hasselmann, qui a été récompensé du prix Nobel de physique en 2021, qui a développé des méthodes objectives d'attribution, donc notamment en confrontant des simulations à l'aide de modèles de climat, simplement très longues, n'explorant que leur variabilité spontanée, ou bien en réponse à l'activité du soleil, à l'activité de volcans, à l'injection de gaz à effet de serre, à l'injection de particules de pollution dues aux activités humaines, et qui permet de déterminer objectivement l'empreinte en fait sur un ensemble d'indicateurs de l'état du climat d'un facteur source de variation. Et donc ce sont ces méthodes mathématiques rigoureuses qui sont ensuite appliquées et qui permettent de discerner en quoi les caractéristiques observées sont attribuables aux conséquences de l'activité humaine. Donc ça passe par une détection d'un changement par rapport à une variabilité naturelle, mais ça passe aussi par la compréhension physique des processus à l'œuvre, physique théorique, et par la modélisation, qui permet de poser un diagnostic. Et donc aujourd'hui, pour faire simple, aucun facteur naturel n'explique l'accumulation d'énergie dans le système climatique depuis on va dire le milieu du XXe siècle, et donc l'accumulation de chaleur, le réchauffement de l'atmosphère, l'accumulation de chaleur dans l'océan, la montée du niveau de la mer et l'ensemble des caractéristiques, on les attribue aux conséquences des activités humaines, notamment l'effet réchauffant des gaz à effet de serre, en partie masqué par l'effet refroidissant des particules de pollution. Et donc si on prend le niveau de réchauffement planétaire, donc si on regarde sur les derniers 10 ans, il est à 1,2 degré de plus que le climat de la fin du 19e siècle. Et la partie attribuable aux activités humaines, c'est 1,2 degré. Voilà. Après, si on regarde encore plus, comme ça se réchauffe vite, on peut aller regarder jusqu'à l'année la plus récente étudiée, qui va jusque fin 2023, aujourd'hui. Et là, la partie attribuable à l'influence humaine, elle monte même à 1,3 degré, quand on va jusqu'au plus récent étudié. Alors ça peut paraître étonnant, mais l'année dernière, on a mesuré pour la première fois plus de 1,5 degré de réchauffement pour une année par rapport au climat pré-industriel. Parce que justement, à cette tendance graduelle due, attribuable aux conséquences des activités humaines qui perturbent le bilan d'énergie de la Terre, s'est superposée en 2023-2024 la variabilité interne du climat, notamment un événement El Niño, donc une anomalie de température dans les océans tropicaux chaudes, mais également une variabilité naturelle chaude dans l'océan Atlantique du Nord. Et c'est la conjonction de ces modes de variabilité qui a entraîné un record spectaculaire en 2023-2024. Et donc il faut bien imaginer donc cette tendance à la hausse du réchauffement en surface qui est modulée finalement par cette variabilité d'une année à l'autre notamment. Mais cette variabilité spontanée, elle n'a pas d'effet à l'échelle au-delà de quelques années, en réalité. À cette échelle de temps-là, c'est vraiment dominé par le déséquilibre du bilan d'énergie de la Terre. On va en parler
un peu plus tard les conséquences de ces fameux 1,5, 2, 3, 4 degrés. Ce que je note ici, évidemment, c'est, tu le notais, c'est un puzzle. Enfin, il y a des processus physiques, il y a des connaissances de la machine climat, il y a la science de l'attribution. Enfin, il y a plein d'éléments. C'est poser un diagnostic ou déterminer en fait un faisceau de preuves qui permettent de comprendre les causes et les conséquences sur ce système complexe. Et ces sciences du climat, elles se sont construites par de la physique au XIXe siècle. Et par la construction des réseaux d'observation, beaucoup, à partir du milieu du XXe siècle par la modélisation. Modélisation du climat, d'ailleurs, qui a valu le prix Nobel de physique au chercheur japonais-américain Manabe en 2021 aussi. Dès, je dirais, le milieu des années 70, les bases des sciences du climat modernes étaient posées. Un rapport de l'Académie des sciences américaines en 1979, le rapport Charney, ça n'a fait que s'affiner depuis. Et notamment avec tout le travail des sciences de l'attribution que je décrivais tout à l'heure dans les années 90 et qui maintenant se sont élargies. Et maintenant, on est même capable de poser un diagnostic sur un événement spécifique, pas simplement une tendance graduelle au niveau à grande échelle. Et donc, on est capable aussi d'évaluer pour un événement de type vague de chaleur, sécheresse agricole, pluie intense, en quoi cet événement ou pas a été rendu plus probable, plus intense, du fait de cette accumulation de chaleur dans le système climatique. Et ça permet aussi de poser un diagnostic qui peut être intéressant, puisque pour ce type d'événement à fort impact, on peut aussi en fait faire un retour d'expérience en quoi on est vulnérable ou exposé à ce type d'événement, en quoi il va être amené à se répéter, à devenir plus intense. Et donc ça permet aussi d'ancrer le retour d'expérience dans la réflexion sur les stratégies d'adaptation ou les limites à l'adaptation. C'est ça, et je pense que évidemment tout scientifique, mais surtout dans ces milieux-ci, il y a la part objectivable, il y a la part de certitude et il y a la part de naviguer dans tout ce qui est incertitude que l'on maîtrise plus ou moins, que l'on affine plus ou moins avec les modèles qui sont de plus en plus poussés. Mais j'imagine qu'il y a toujours une saturation, en tout cas dans notre compréhension fine de tout ça. On sait que, grosso modo, comment réagit le système climat. On sait qu'on va en avoir de plus en plus de ces éléments, de ces événements spectaculaires. Donc on peut aussi se dire, ok, qu'est-ce qui est plus ou moins sûr et qu'est-ce qui est encore à venir? Est-ce qu'il y a des certitudes et comment on gère l'incertitude? Petite pause avant la prochaine partie, ce podcast est 100% indépendant et entre les déplacements, le matériel, les charges, le montage, chaque épisode nous coûte pas loin de 900 €. Si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager ou même, si vous avez les moyens, nous faire un don sur Tipeee. Le lien est en description ci-dessous. Un grand merci et place à la suite. Oui, c'est fait partie du travail normal de tout scientifique. Exactement. Et comme les sujets liés au changement climatique sont particulièrement sensibles, sont scrutés à la loupe, y compris par des acteurs d'intérêt hostiles à toute implication de ces constats, c'est une exigence plus forte, je pense, que dans d'autres domaines scientifiques de transparence et de rigueur. Et donc, notamment dans le cadre des évaluations de l'état des connaissances du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, il y a eu une formalisation de l'utilisation d'outils rigoureux pour exprimer le degré de certitude pour chaque élément. Donc, le principe, c'est évaluer les éléments probants qui sont disponibles, leur qualité, leur cohérence. Donc, par exemple, si on a très peu d'études qui sont en désaccord, ça va se traduire par une controverse scientifique en réalité, des limites de connaissances. Quand on a un ensemble d'éléments qui sont très solides, très convergents, et qu'on a une compréhension physique des processus, c'est ce qui conduit à avoir des faits établis. Et puis dans certains cas, quand on a peu confiance dans le peu d'observations disponibles, les processus ou leur représentation dans les modèles, on va le formuler comme une incertitude profonde. Alors je vais donner 3 exemples. Premier exemple, donc l'influence humaine sur le climat planétaire, c'est un fait établi. C'est un fait établi que ce sont les activités humaines qui conduisent à l'accumulation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, que ça a un effet net réchauffant, que les boucles de rétroaction, elles ont un effet amplificateur globalement, etc. Donc ça, c'est un fait établi.
Parce que convergence des études, parce que modèle physique, parce que... compréhension approfondie. On a même en fait eu des progrès récemment pour boucler la compréhension du bilan d'énergie de la Terre. Donc c'est vraiment de la physique appliquée à l'objet climat qui est très solide. Après, je vais donner un deuxième exemple d'attribution. Du côté, par exemple, de la glace de mer autour de l'Antarctique, donc la banquise, on ne la mesure précisément par satellite que depuis les années 1979. On a quelques éléments de reconstitution auparavant, mais qui sont plus incertains, des données historiques, d'observation, de latitude de navires de pêche ou autres, ou des informations indirectes, mais avec une confiance plus faible, y compris paléoclimatique. Donc depuis les années 79, on observait une légère tendance à l'augmentation de la surface couverte par cette eau de mer qui congèle près de l'Antarctique. Les connaissances et les méthodes d'attribution suggéraient que ça pouvait être en partie dû au recul, à l'appauvrissement de la couche d'ozone près de l'Antarctique, qui affecte en fait la circulation des vents d'ouest et qui pouvait expliquer une légère augmentation de la surface couverte de glace de mer. Depuis 2015, elle marque un déclin rapide, donc avec des années marquées par une faible extension de cette glace de mer. Il y a quelques études qui suggèrent que c'est parce que l'océan austral accumule la moitié de la chaleur de l'ensemble de l'océan mondial, donc que ça rend plus facile d'avoir des situations de fonte et plus difficile de reformer cette glace de mer au-dessus d'un océan plus chaud. Mais c'est un des endroits où les modèles de climat dont on dispose montrent une grande dispersion, avec des difficultés à représenter un certain nombre de processus à l'interface glace de mer, océan, atmosphère, propriétés des nuages spécifiques dans la région. Et donc, pour l'instant, on est vraiment à des limites de connaissances pour arriver à aller plus loin et poser un diagnostic dans ce cas-là. Donc ça, c'est moyen, c'est quoi Là, c'est pour l'instant limite des connaissances. Limite des connaissances. Mais il y a des faisceaux d'éléments. Et donc, les avancées, elles vont venir avec une amélioration de la représentation de la glace de mer antarctique dans les modèles de climat. Donc ça prend du temps. Mais on a des observations, on a une capacité à améliorer, à mieux comprendre les processus. Donc il y a vraiment quelque chose qui peut être fait fortement dans ce secteur-là. Et après, un exemple d'incertitude profonde, c'est notamment par rapport à la montée du niveau de la mer. Donc la montée du niveau de la mer, elle résulte de l'océan qui accumule de la chaleur. 97% de la chaleur qui ne part plus vers l'espace rentre dans l'océan, donc la dilatation thermique. C'est le recul généralisé des glaciers, vous le voyez en Suisse, on le voit partout. Et puis c'est également donc du côté du Groenland plutôt davantage de fonte sur les flancs. Et du côté de l'Antarctique, donc la partie flottante de l'Antarctique qui flotte au-dessus de l'océan, donc c'est de l'eau formée de précipitations anciennes qui s'est écoulée et qui flotte en partie sur l'océan, ce qu'on appelle les plateformes glaciaires ou ice shelf en anglais. Elle va davantage fondre en flottant sur un océan plus chaud, s'amincir, se déformer plus rapidement et ça entraîne un glissement de glace vers l'océan, ce qui contribue à la montée du niveau de la mer. Alors, ce point-là, il est vraiment associé à un ensemble d'incertitudes, notamment par rapport à des processus d'instabilité rapide. Il existe différentes explications de la possibilité d'avoir ce type d'instabilité. Il n'y a pas consensus scientifique sur tous les processus pouvant conduire à cela. Leur représentation dans les modèles est imparfaite. On sait par l'étude des climats passés qu'on a eu des instabilités d'écoulement, donc on sait que ça peut se produire, mais dans quelles conditions, ça reste difficile. Et donc là, on est sur une incertitude profonde, notamment par rapport à la confiance qu'on accorde aux outils de modélisation dont on dispose. Donc comment traduire l'état de nos connaissances ? Est-ce qu'il suffit de rapporter, par exemple, les projections médianes de montée du niveau de la mer sans ces processus incertains ? Est-ce que c'est ce que la société attend des scientifiques, de rapporter là où on a le plus confiance ? Ou est-ce que c'est également important de rapporter ce que peut être un scénario de pire montée du niveau de la mer physiquement plausible ? Et c'est ce que nous ont demandé, par exemple, des pays très exposés à la montée du niveau de la mer ou des gestionnaires d'infrastructures critiques, des complexes industriels sur les littoraux. Et dans ce cas-là, donc, le travail qui est fait, c'est
construire des projections sur les processus pour lesquels on a une confiance au moins moyenne, les rapporter, et ajouter à cela une description d'éventualité, ce qu'on appelle nous une trame narrative physique. Donc, quelle pourrait être la montée maximum physiquement plausible si les processus incertains se déclenchent. Et ça, c'est intéressant dans une approche de gestion de risque. Et on peut le faire pour d'autres sujets. On peut le faire, par exemple, pour se dire quelle pourrait être la pire vague de chaleur physiquement plausible dans le climat actuel. Si on a les modes de variabilité dans un endroit donné qui se combinent pour donner lieu aux conditions les plus propices à une vague de chaleur très intense et très longue. Et donc je termine en arrivant là-dessus. C'est notamment ce que la ville de Paris a demandé au groupe régional d'experts climat, régional pour l'Île-de-France, qui était de dire, mais est-ce que par exemple on peut avoir 50 degrés à Paris ? Et puisqu'il y a déjà des températures à ce niveau-là qui ont été atteintes dans des villes à des latitudes pas très éloignées des régions tempérées. Et donc la réponse sur la base de l'examen de toutes les simulations disponibles, leurs limites, leur compréhension physique, c'est de dire dans le climat actuel, la pire vague de chaleur physiquement plausible n'est pas celle de 2003, qui était la plus longue et intense observée, mais ce serait 2003 plus 4 degrés. Donc 22 ans après, le climat planétaire a continué à se réchauffer, et donc la pire combinaison possible qui conduirait à un événement de blocage, vous savez, persistant au mois d'août en région parisienne, ça pourrait même faire atteindre 4 degrés de plus qu'en 2003. Et dans le climat actuel, atteindre 50 degrés même avec l'effet d'îlot de chaleur urbain semble peu plausible à Paris. Par contre, dans un monde 2 degrés plus chaud, vers 2050, eh bien, dans certaines simulations disponibles, rares, cela devient possible. Donc comme une éventualité rare, mais dont les impacts seraient extrêmement dangereux. Et ce type d'information, ça peut vous sembler très abstrait, mais en réalité, c'est vraiment intéressant parce qu'ensuite, la ville de Paris, elle avait fait un stress test avec un ensemble d'acteurs locaux, au cas où ce type d'événement se produise. Ça permet d'identifier les seuils de tolérance d'infrastructures critiques, les réseaux de télécom, les postes électriques, les systèmes de transport, les systèmes de refroidissement pour l'alimentation, pour conserver la nourriture, les endroits qui hébergent les personnes les plus fragiles, les jeunes enfants, les personnes malades ou âgées. Et donc, ce type d'évaluation, elle peut permettre ensuite de durcir finalement le cadre réglementaire où, au fur et à mesure, on va renouveler des infrastructures, on va les préparer, et de sorte à ce que si un événement de ce type-là se produise, finalement, on permette de fonctionner même en mode dégradé pour assurer les infrastructures critiques. Évidemment, si on se pose aujourd'hui et on essaye de se projeter vers le futur, il y a toute une série de inputs qu'on va mettre dans notre modèle. Est-ce qu'on va continuer à consommer de telle manière ? Est-ce que les réponses prises par l'ensemble de la société civile va être à la hauteur, etc., etc. Et sur base de ça, on a des fourchettes plus ou moins grandes et aussi des incertitudes plus ou moins grandes également. Donc, c'est important de comprendre qu'évidemment, j'ai fait un épisode avec Olivier Amand qui parle qu'on n'est plus dans la période des moyennes, mais plutôt dans la période des écarts-types. Donc, on se retrouve au fait, il faut plus regarder, si je comprends bien, quand on parle de 1,5, de 2, de 3 degrés, de quelque chose de médian ou de moyenne. C'est pas comme ça qu'on doit le voir, c'est plutôt quelle est toute la possibilité si tout se passe mal ou si tout se passe bien, vers où on doit arriver. Alors en fait, le niveau de réchauffement planétaire, c'est un indicateur de l'état du climat. Et donc la première chose, c'est qu'est-ce qu'on peut dire du niveau de réchauffement planétaire à venir. Donc on en est aujourd'hui, dû à l'influence humaine, autour de 1,3 degré. On s'attend dans tous les scénarios climatiques existants, on s'attend à atteindre et dépasser un niveau de réchauffement en moyenne sur 20 ans d'1,5 degré vers les années 2030. À peu près, c'est les connaissances les plus récentes. Ensuite, au-delà de cela, cela va dépendre des émissions de gaz à effet de serre à venir, de l'état des écosystèmes et leur capacité à stocker du carbone. Et donc, si on extrapole les politiques publiques qui sont actuellement mises en œuvre dans le monde, portant sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, s'il n'y a pas
davantage d'efforts. Dans ce cas-là, en fait, on s'attend à dépasser au niveau mondial 2 degrés vers 2050 et être autour de 3 degrés vers 2100, puis ça se poursuit. Ça, c'est sur la base de l'extrapolation, donc des pays qui baissent leurs émissions, d'autres qui les augmentent, juste sur la base de ce qui est en place. Après, ce qu'on sait, c'est qu'on a un potentiel technique pour diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre dans le monde, en jouant sur l'innovation technologique, sur les solutions fondées sur la nature et sur la maîtrise de la demande, efficacité, sobriété. Mais le fait de déployer ce potentiel technique va dépendre des priorités, des choix de société, va aussi dépendre des capacités d'investissement. Voilà, donc on a bien sûr ce point d'interrogation. Et donc, finalement, il y a 3 grands types d'incertitudes sur l'évolution future du climat. Il y a une première incertitude qui va être les choix socio-économiques, politiques, collectifs, les priorités, les types de développement qui sont envisagés. Et ceux qui présentent les plus d'obstacles en termes d'action pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ou qui conduisent à plus d'exposition, plus de vulnérabilité, c'est les scénarios de repli nationaliste, de faible investissement dans la santé, dans l'éducation, donc vraiment un faible curseur sur tout ce qui est soutenabilité, des obstacles sur le transfert de technologies propres entre les différentes régions du monde, et puis des inégalités qui restent importantes. Ça, c'est des scénarios à haut risque. Ceux qui permettent le plus de réduire les vulnérabilités et de décarboner, c'est ceux qui mettent un curseur plus fort sur tous les aspects de soutenabilité, et notamment qui permettent de sortir de l'extrême pauvreté, qui donne accès à de l'énergie propre, qui renforce l'accès à l'éducation et tout le reste. Bon, je caricature un peu, mais bon. Première incertitude, les choix de société. Donc nous, on le regarde avec des scénarios socio-économiques assez contrastés, qui sont des narratifs, en fait. Ça, c'est les fameux SSP. Voilà. Deuxième incertitude, la réponse du climat. Donc, de la même manière, donc la réponse du climat, du cycle du carbone, on a une certaine probabilité de distribution de cette réponse du climat. On peut regarder la partie médiane, mais on peut aussi regarder, par exemple, si la réponse du climat est dans la plage haute de ce qu'on peut évaluer aujourd'hui, ça veut dire que pour une quantité d'émissions donnée, on aura une réponse du climat plus forte. Et donc ça fait partie de ces trames narratives qu'on peut également examiner. Moins plausible, mais important. Et puis ensuite, pour un horizon de temps donné, par exemple, les années 2030, pour un niveau de réchauffement donné, par exemple, un monde 1,5 degré plus chaud, eh bien, on a également donc tout le spectre de la variabilité naturelle du climat qui va se superposer, et donc qui peut conduire à avoir, quand on a par exemple une Méditerranée très chaude, davantage de vagues de chaleur marine, davantage de nuits tropicales que ce qu'on attendrait du climat médian, par exemple. Et ça, on peut le retrouver dans toutes les régions. Et donc, cette notion de trame narrative que je décrivais tout à l'heure, on peut la décliner de différentes manières, notamment en regardant un secteur d'activité donné, un territoire donné, un horizon temporel donné, et se dire, voilà, qu'est-ce qui est plausible, qu'est-ce qui serait facteur de risque maximum dans une analyse de risque, et puis qu'est-ce qui est le plus solidement établi, plutôt dans une stratégie d'adaptation sans regret. Voilà. Donc c'est ce type d'information qu'on attend des sciences du climat, ce que je décrivais par service climatique en réalité. C'est pas simplement les informations qu'on va aller extraire, nous, des outils de modélisation, d'observation, de processus, mais c'est les connaissances locales, les connaissances de terrain propres à un secteur d'activité, qui arrivent à caractériser quelles sont les variables climatiques d'intérêt, les moyennes, les combinaisons d'événements, les choses comme ça, pour arriver à co-construire une information qui soit vraiment pertinente et utile. C'est pas la même chose si vous travaillez dans le secteur de la réassurance, par exemple, ou si vous travaillez dans le monde agricole. C'est pas la même variable, c'est pas la même information qui vous sera utile. Et donc il y a tout un ensemble d'approches qui sont construites dans cette direction-là, et qui interrogent même les sciences du climat, les limites des connaissances, qui nous font aussi avancer dans le travail scientifique sous-jacent. Et j'ai essayé de l'esquisser au départ, mais ce qu'on voit bien, c'est qu'il y a de la recherche fondamentale, de longue haleine, notamment pour
arriver à avancer dans la compréhension des boucles de rétroaction, dans la caractérisation des effets dynamiques dans un climat qui change, comment la circulation atmosphérique change, qu'est-ce que cela implique sur les événements de précipitation, sur les propriétés des nuages. Il y a encore beaucoup de travaux de recherche fondamentale, mais les progrès de la recherche fondamentale, elles ont aussi des implications pour la qualité des informations qui sont fournies et qui sont importantes pour accompagner une prise de décision. Alors, dans un contexte de ce type-là, comment ça peut être utilisé ? Par exemple, le gouvernement français, lui, a choisi de construire une trajectoire de référence pour l'adaptation, en disant, voilà, on part sur le scénario médian, extrapolation des politiques publiques actuelles, et donc un climat mondial qui se réchauffe d'1,5 degré vers 2030, 2 degrés vers 2050 et 3 degrés vers 2100. Qu'est-ce qu'on peut dire pour la France ? Donc, réponse moyenne, médiane des modèles, ce que je décris. Pour la France, même chose, ça voudrait dire un réchauffement de l'ordre de 2 degrés en métropole vers 2030, un réchauffement de l'ordre de 2,7 degrés vers 2050, et puis 4 degrés vers 2100. Et puis quand on regarde la réalité, on voit que sur les derniers 10 ans, le réchauffement en métropole, il a déjà atteint le niveau qui était anticipé en 2030. Et on a un réchauffement fort en Europe sur la dernière décennie, avec des questionnements, c'est-à-dire est-ce que ce réchauffement fort, il est aussi dû au fait qu'on a amélioré la qualité de l'air, retiré des particules de pollution, donc dévoilé une partie du réchauffement dû au gaz à effet de serre de manière plus précoce ? Est-ce qu'il est dû juste à la superposition de la variabilité naturelle de la circulation atmosphérique océanique qui affecte l'Europe ? Ou est-ce que les modèles de climat sous-estiment l'ampleur du réchauffement, notamment pour les vagues de chaleur et l'été en Europe ? Et ça fait encore l'objet de réflexion. C'est-à-dire donner sens aux caractéristiques fortes observées par rapport à nos outils de modélisation. On parle de ces plus 4 degrés en 2100. C'est vrai que quand Christophe Béchu parlait des plus 4 degrés en France, c'était un peu une onde de choc. Certaines personnes se sont senties comme si on jette l'éponge et on doit s'adapter à un monde qui, on ne fait rien, on suit le scénario tendanciel. Mais en fait, on prend des décisions qui impliquent le long terme. On fait de l'aménagement du territoire, on fait de l'urbanisation, on construit des infrastructures industrielles à longue durée de vie. Et donc, du coup, il y a besoin de ce cadre de référence à différents horizons temporels. En fait, c'est une manière d'essayer de construire un cadre juridique pour ce qu'on appelle une adaptation transformatrice, c'est-à-dire par anticipation. On a très souvent une adaptation qui est juste a posteriori. C'est-à-dire on n'anticipe pas, on est touché par un événement, on en tire les leçons, on se prépare à faire mieux, on fait évoluer le cadre du droit, par exemple, pour responsabiliser face à tel ou tel aléa. Mais c'est souvent a posteriori. Donc là, l'idée, c'est comment on fait pour s'appuyer sur les connaissances scientifiques et en tenir compte par anticipation. Et c'est pas du tout évident. Par exemple, si on prend en France les normes thermiques pour le bâtiment, pour le confort d'été, pour les bâtiments neufs, la norme de 2020, elle prend comme référence, pour 8 grandes régions, le climat moyen des grandes régions, plus quelque chose qui ressemble à une simulation idéalisée de la canicule de 2003. Et je disais tout à l'heure, en fait, dans le climat aujourd'hui, la pire canicule ne serait pas 2003, mais 2003 plus 4 degrés. Donc vous voyez qu'on est encore sur les normes pour le confort thermique. On court derrière un climat qui change vite, c'est comme ça que je le décris, ou on marche derrière un climat qui change vite. Donc comment on arrive à inverser ça et faire en sorte de mieux intégrer dans la construction d'aujourd'hui ce qui permettra d'assurer le confort thermique du climat, de la durée de vie d'un bâtiment. C'est un peu Achille et la tortue, enfin à chaque fois on... c'est pas du tout évident d'arriver à le traduire. Et puis le deuxième volet que je veux souligner, c'est que quand on parle d'adaptation, il faut bien voir que cette adaptation, elle implique des compétences. Donc avoir une trajectoire de référence, c'est aussi accompagner dans différents secteurs d'activité le fait de monter en compétences pour pouvoir utiliser cette information, ce que de très grandes entreprises sont capables de faire, mais pas des PME par exemple, qui n'ont pas les ressources pour traiter ces données, ces informations, ou pas nécessairement. C'est également donc être capable d'évaluer ce que sera le coût de cette adaptation, ce qu'on ne sait pas faire aujourd'hui. C'est très difficile de chiffrer le coût de l'adaptation au changement climatique. Et puis, c'est anticiper des limites aux capacités d'adaptation
Et quand ces limites sont dépassées, c'est des pertes et des dommages. Et donc, cet horizon de 4 degrés de réchauffement à horizon 2100 en France, pour moi, c'est aussi arriver à mieux évaluer ce que sera le coût des actions d'adaptation à mettre en œuvre, ce que seront les limites et ce que pourrait être une anticipation des pertes et des dommages, ce qui veut dire aussi des mécanismes de solidarité pour éviter une augmentation des inégalités selon les territoires ou selon les vulnérabilités socio-économiques. Il y a énormément de formations pour les décideurs et décideuses politiques. Il y a le Haut Conseil pour le climat qui est... on lui demande, si je comprends bien, tous les ans un peu différentes facettes, comment on pourrait... il y a un peu quelque chose de bidirectionnel entre les politiques publiques existantes, celles futures, comment on s'adapte par rapport à tout ça. Est-ce que les compétences, est-ce que les politiques publiques réalisent la sévérité de la situation, mais surtout l'ampleur des politiques publiques qu'on devrait avoir pour arriver en 2030, par exemple, à moins 50% et à 2050 décarboné? Alors, j'ai pas une réponse univoque. Donc la première chose que je peux dire, c'est... donc moi, j'arrive avec mon regard de climatologue... dans un cadre qui est, pour le Haut Conseil pour le climat, d'évaluer les objectifs, la mise en œuvre de l'action de la France par rapport au changement climatique, mais aussi de formuler des recommandations. Donc là, en fait, c'est pas comme le GIEC qui a vocation de fournir un état des connaissances sur les risques et les leviers d'action, mais neutre, non prescriptif, et qui ne va pas évaluer une action à l'échelle spécifique hors, on va dire, étude de cas. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est assez complémentaire. Et ce que je vais également mentionner, c'est qu'il y a eu un ensemble de travaux qui ont montré que, à différentes échelles, internationales, nationales, collectivités locales ou territoriales, meilleur on a des instances à l'interface scientifique-politique, meilleure est l'efficacité de l'action publique. Donc c'est un point qui est intéressant, ça a été comparé dans un ensemble de pays. Donc souvent l'exemple qui avait été donné, c'était le Haut Conseil pour le climat britannique, le Climate Change Committee, qui est très ancré dans une relation directe avec la démocratie parlementaire, qui a un fonctionnement différent, avec davantage de moyens d'analyse d'ailleurs que le Haut Conseil pour le climat. Voilà, donc c'est souvent ça que l'on donne comme exemple inspirant, où on va finalement doter la démocratie d'outils d'analyse factuelle et scientifique pour éclairer les politiques publiques sur le climat et leur efficacité. Donc, dans le cadre du Haut Conseil pour le climat français, donc, on a regardé les objectifs de la France, mais aussi de l'Union européenne, puisque c'est articulé. D'abord plutôt sur l'angle réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, on a fait des recommandations. Par exemple, souvent on avait des feuilles de route interne au ministère de la Transition écologique, et donc le fait d'avoir un pilotage interministériel, c'est quelque chose d'essentiel pour que ça ne reste pas simplement une feuille de route, mais que ce soit décliné et structuré. Donc c'était l'objectif de la planification écologique notamment. On avait aussi noté l'importance de l'articulation entre l'action à l'échelle nationale européenne et puis la déclinaison à l'échelle des régions, qui ont chez nous un rôle de chef de file de l'action par rapport au changement climatique. Donc, il y a eu par exemple des initiatives de COP État-région sur ces sujets-là, en tout cas pour arriver à articuler une vision pas simplement a posteriori, mais programmatique de l'action à l'interface territoriale nationale. On avait aussi souligné l'importance de pouvoir examiner des projets de loi ex ante et ex post, donc simplement pour s'assurer de l'efficacité des moyens législatifs mis en œuvre. La première fois où ça a été fait, c'était pour le projet de loi climat-résilience, par exemple, qui émanait de la Convention citoyenne pour le climat. Alors ensuite, on commence de plus en plus à examiner les aspects liés à l'adaptation au changement climatique, mais c'est difficile. On n'a pas, par exemple, d'observatoire des impacts. Donc le Haut Conseil pour le climat, tous les ans, fait un tour d'horizon des impacts observés. Mais c'est vraiment quelque chose qui manque et qui, je pense, ne devrait pas relever de notre mission. Et pourquoi j'insiste sur ce volet-là, c'est parce que si on arrive à suivre mieux les impacts, on arrive à mieux évaluer les vulnérabilités. Ça peut être aussi un référentiel pour évaluer l'efficacité d'actions d'adaptation.
Et puis souvent, on se réduit à la partie assurée des dommages, mais sur quelques événements à très fort impact, il a été montré que le coût réel était souvent 4 fois plus élevé que le montant des dommages pris en charge par les assureurs. Voilà, donc ce point-là me semble important à mentionner. Donc sur l'adaptation, on manque souvent de travaux à l'échelle des territoires. Et donc une des questions qui est posée, c'est comment on peut mieux articuler le travail que fait le Haut Conseil pour le climat à l'échelle des politiques nationales, et puis le travail que font les groupes régionaux d'experts climat, qui en France ont différents périmètres, modalités de fonctionnement, terminologie, il y a des GIEC locaux, des hauts conseils locaux, des GREC, groupes régionaux d'experts climat, souvent financés par les régions, avec donc le monde académique, mais qui n'ont pas nécessairement comme mandat d'évaluer de manière critique les politiques publiques. Donc on voit bien que les rôles sont différents, c'est souvent d'éclairer, de mobiliser les connaissances, de les partager avec les services techniques, ce qui est très important, ça contribue à une montée en compétences. Mais on n'a pas complètement des mécanismes de co-construction, comme j'essayais de l'esquisser tout à l'heure. Je pense que ce dont on a besoin, c'est des mécanismes de co-construction, à faire en sorte qu'il y ait une expression explicite de besoin de connaissances des acteurs politiques, au sens large, au sens noble, la vie de la cité. Ensuite, qu'on fournisse cet état des connaissances et que cela fasse l'objet d'une appropriation. Et on n'a pas encore de dispositif complet. Moi, j'ai l'impression, par exemple, que le Haut Conseil pour le climat a été assez peu saisi par le Parlement ou le Sénat, ou le CESE alors qu'il peut le faire. Donc on a eu des saisines par des ministères, on a eu des saisines de nous-mêmes, d'auto-saisines. Mais finalement, ça n'a pas été complètement utilisé comme un aspect utile au travail du législateur, il me semble. Les autres choses que je peux mentionner, c'est la construction d'un dialogue qui est important, interministériel, mais qui ne fonctionne plus en situation de crise. Donc, par exemple, l'année dernière, on avait rendu un rapport sur une autosaisine sur accélérer l'action pour le climat avec un système alimentaire bas carbone, résilient et juste, au moment de la crise agricole. Et ce rapport a été bien reçu par les acteurs du monde agricole, mais finalement, il a été écarté dans différentes instances, y compris maintenant dans la préparation d'une nouvelle loi agricole. Je pense que c'est cette dernière phrase qui en tout cas me fait un peu, pas sortir de mes gonds, mais en tout cas qui je trouve est la plus difficile, frustrante. C'est que certes, il y a une bonne volonté par les administrations de devenir compétentes dans ces sujets, de faire les meilleures politiques publiques par rapport à ça. Donc là, on peut jouer notre rôle, on peut aider, on peut accompagner. Mais d'un autre côté, il y a tout le temps une crise où il y a tout le temps quelque chose qui nous empêche. C'est comment on articule les urgences immédiates d'un point de vue de la gouvernance et la construction d'une action qui se déploiera de manière résiliente dans le temps long. Et quand je reprends les dernières années pour le Haut Conseil pour le climat, on a eu pandémie et relance. On a eu guerre en Ukraine et puis inflation. Crise agricole, crise de la dette également. Et donc on voit que finalement on a cette difficulté à articuler une transformation profonde, durable, pour les enjeux climat, et la gestion de crise, qui souvent va débloquer beaucoup de moyens par rapport à cette perception d'urgence, mais pas forcément de la manière la plus efficace sur les objets de long terme. Ce qui est dur, bon, si on fait de la science de l'attribution, ce serait dur de savoir si ces crises se démultiplient par le futur. Alors nous, ce qu'on essaie de faire, c'est aussi de l'attribution, c'est-à-dire quand on regarde le suivi, donc les inventaires d'émissions de gaz à effet de serre en France, par secteur, etc., la difficulté, c'est aussi à arriver à attribuer une baisse d'émissions à une efficacité d'un paquet de politiques publiques par rapport à des facteurs conjoncturels. Donc si vous avez par exemple le déconfinement, il faut arriver à décortiquer ça. Si vous avez des hivers doux, il faut le sortir par rapport à ce qui va permettre de décarboner le chauffage. Si vous avez de l'inflation et des baisses de pouvoir d'achat ou un ralentissement de l'activité industrielle, il faut arriver à le décortiquer
pour identifier quelles mesures sont réellement efficaces. Donc ça fait aussi partie du travail qui est mis en œuvre. Mais par exemple, sur l'adaptation au changement climatique, on manque d'outils, y compris nourris par la recherche, permettant de mesurer l'efficacité d'actions d'adaptation, de politiques d'adaptation. Et ça, c'est quelque chose qui manque et qui mérite, je pense, d'être construit. Et de la même manière, donc, nous, en France, on a été aussi très touchés par des événements à fort impact. Je pense par exemple à l'année 2022, feux de forêt difficiles à gérer, vagues de chaleur, forte mortalité, difficultés d'approvisionnement en eau, et puis coût énorme des dommages sur les bâtiments liés au retrait-gonflement des argiles, en termes de solidarité nationale, mécanisme CatNat. Sur les dernières années, avec un cycle de l'eau plus intense et plus variable, on a eu des dommages très graves liés aux inondations, notamment dans le Pas-de-Calais, mais également du côté des Cévennes ou du côté de la Bretagne récemment. On a eu plusieurs fois des cyclones tropicaux de très forte intensité qui avaient touché les Antilles, Irma et puis Mayotte récemment. Et donc ce qu'on voit également, c'est la difficulté à articuler la gestion de crise et la reconstruction plus résiliente. Et on n'a pas un cadre de réflexion complètement abouti. Et dans l'organisation gouvernementale, la gestion de crise, c'est le ministère de l'Intérieur. L'adaptation au changement climatique, c'est le ministère de la Transition écologique. Et on n'a pas encore, je pense, complètement formalisé ce que veut dire une reconstruction plus résiliente. Pas complètement, il y a des retours d'expérience partiels. Et ce que je veux également mentionner, on parlait tout à l'heure de désinformation, c'est à l'occasion d'événements extrêmes à fort impact, c'est très frappant, c'est là où on voit un foisonnement de désinformation, donc comme une sorte de rideau de fumée. Nous, on est capable, en tout cas mes collègues climatologues sont capables de fournir très vite un diagnostic. Le site Climate Meter, par exemple, de Davide Faranda, ou le World Weather Attribution, qui va pouvoir dire, voilà, sur cet événement, dans un contexte exposé et vulnérable, on a aussi un événement qui est devenu plus probable. Sur les plus extrêmes, en Europe, c'est souvent 10-20% de plus dans un climat qui se réchauffe. Et cette quantité de pluviométrie est telle qu'elle dépasse toutes les capacités de stockage, d'évacuation de l'eau. Mais souvent, on va aller chercher localement des boucs émissaires, des choses qui soient visibles, et ça sape la capacité d'intégration de l'évolution de l'aléa lié au changement climatique dans la réflexion collective. C'est vraiment très frappant. Moi, je me souviens, en 2022, ce qui circulait, c'était « il a fait plus chaud en 76 », c'était faux. Vraiment. Et donc, sur des événements de pluie extrême, on a des choses similaires qui ressortent, que ce soit à Valence ou ailleurs. Et donc, moi, ce que je vois, c'est aussi cet enjeu d'arriver à trouver un cadre pour faire un débriefing collectif sur la base de faits qui soient partagés, qui impliquent la société civile, qui impliquent les citoyens, pour amener à une réflexion sur les leçons qu'on tire de ces événements à fort impact. Il y a une responsabilité d'aménagement du territoire, il y a une responsabilité d'alerte, de mise à l'abri, mais après, il y a aussi tous ces enjeux d'adaptation par anticipation qui sont très présents, et pour l'instant, je trouve que ça reste encore difficile à construire. Donc, je mentionnais en amont de cet entretien que j'avais vu l'entretien sur Mediapart par rapport à ce fameux climato-scepticisme 2.0. On en parle un peu ici, c'est-à-dire qu'avant, il y avait un refus catégorique, non, ça ne se réchauffe pas. Maintenant, c'est un peu plus sournois, c'est un peu plus diffus, c'est un peu plus... un peu installé partout, que ce soit dans les partis politiques. On a parlé de repli national tout à l'heure, que ce soit avec Musk et Trump. On le voit également chez nous, que ce soit ici, en Suisse, en France, un peu partout. On voit que ça a un peu muté. C'est quoi cette nouvelle mutation? C'était quoi avant? Maintenant, c'est quoi? Alors moi, je fais référence à des travaux justement d'observation de la désinformation, d'observation du débat public. C'est pas mon domaine de compétence, mais je lis en fait ces travaux scientifiques. Alors, je vais essayer de le résumer. Donc, dans les années 70, il y avait déjà un constat scientifique sur l'influence de l'homme, notamment par la combustion d'énergie fossile, sur le réchauffement planétaire. Et il y a eu un choix dans les années 80, notamment d'industriels du pétrole américain, de nourrir une machine de désinformation, comme le montre l'ouvrage Marchand de doute de Naomi Oreskes, de manière très claire, avec des méthodes de relations publiques et tout le reste.
pour remettre en cause la véracité du réchauffement, pour remettre en cause le rôle de la combustion d'énergie fossile. Et c'est vraiment ce que j'appelle le climato-scepticisme 1.0, c'est-à-dire remettre en cause des faits déjà établis pour faire croire qu'il n'y avait pas de réchauffement. Donc maintenant, ça n'est plus tenable. D'abord, ce réchauffement, il est visible, il suffit de regarder l'état des glaciers, on a une aggravation d'impact, il y a une prise de conscience très large, les enquêtes d'opinion publique en Europe montrent que entre 60 et 80% des personnes le perçoivent directement, et par ailleurs, si on regarde ne serait-ce que les chefs d'entreprise réunis à Davos, on voit que dans le top 10 des priorités, à l'échelle des responsables d'entreprise, la moitié sont liées aux conséquences multiples d'un climat qui se réchauffe, et qui d'ailleurs fait facteur d'inflation sur certaines denrées, par exemple. Donc, ce qu'on voit maintenant, c'est une désinformation 2.0 qui ne nie pas le réchauffement, qui ne nie pas l'influence humaine, mais qui souligne la difficulté à bien le faire, parfois le caractère présenté comme injuste de l'action pour le climat, minimise les responsabilités d'un pays par rapport au reste du monde, vise à détourner l'attention, et puis surtout, cherche à rendre chaque levier d'action clivant. Parce que finalement, on en est où ? On en est à, en ce qui concerne l'adaptation à un changement climatique, la capacité à construire dans chaque territoire des trajectoires d'adaptation. Ce qu'on va déployer, les limites, ce qu'on va déployer plus tard, quand les limites des premières options seront atteintes, et dans certains contextes, c'est difficile. On peut parler par exemple des territoires de montagne, avec l'augmentation de coûts d'entretien de certaines voiries, qui deviennent inabordables. On peut parler des endroits où on touche à des limites à l'assurabilité pour des collectivités territoriales. Sur le littoral, des endroits où on aura besoin de faire du repli stratégique, ou des modifications d'aménagement des villes, leur verdissement par exemple, pour le confort d'été, ou bien les questions posées sur les pratiques agricoles, où finalement certaines pratiques agricoles, par exemple avec des haies, avec un travail sur la qualité des sols, peuvent être des leviers d'action pour limiter les risques sécheresse, inondation, avec la préservation des zones humides également. Et donc, on voit que dans certains cas, on veut rejeter ces délibérations sur ces trajectoires d'adaptation pour juste garder le plus longtemps possible le statu quo. Donc l'adaptation fait aussi l'objet maintenant de rideaux de fumée. Et puis, en ce qui concerne la décarbonation, à la COP28, par exemple, il y a une trajectoire très claire qui est sortie. Qu'est-ce que c'est sortir de manière organisée des énergies fossiles ? Et il y a eu cette description de ce qu'est une sortie organisée des énergies fossiles, des gains en efficacité énergétique, aller beaucoup plus vite sur les renouvelables, etc., etc. Et donc ce que l'on voit maintenant, c'est une obstruction organisée, systématique, notamment par rapport à la décarbonation dans le secteur énergétique. Et c'est vraiment extrêmement visible aux États-Unis, où les premières décisions de l'administration Trump-Musk, ça a été de freiner tous ces leviers d'action, les gains d'efficacité des produits manufacturés, l'installation de bornes de recharge, l'installation d'énergies renouvelables, et même un reversement de vocabulaire où, alors que les États-Unis exportent des énergies fossiles dont nous dépendons, renverser l'urgence climatique en urgence énergétique. Enfin, on voit quand même l'ampleur de ce renversement rhétorique de situation. Mais également en Europe, on voit monter une obstruction organisée, parfois liée au monde agricole, parfois liée à d'autres secteurs. Et je fais référence à un livre publié chez Oxford University Press l'année dernière, L'obstruction à l'action pour le climat en Europe, qui regarde les particularités propres à 11 pays, la France n'a pas été étudiée dans ce cadre, qui montre par exemple les enjeux liés à l'élevage en Irlande, les enjeux liés au secteur automobile en Allemagne, ou bien les enjeux liés au secteur du gaz en Italie, pour donner 3 exemples, et qui trace en fait les acteurs, les leviers d'action, les méthodes, pour semer le doute, pour gagner du temps, pour retarder un cadre juridique, réglementaire plus ambitieux. Et à chaque fois, en fait, ce sont des méthodes d'influence qui utilisent également les réseaux sociaux, qui visent à donner l'impression d'un mouvement citoyen venant de la base, mais qui est structuré, qui est organisé avec des méthodes en fait d'influence et d'ingérence par rapport à ces réseaux sociaux qui sont très préoccupants par rapport à la qualité de la vie démocratique,
est préoccupant par rapport à la perception que peuvent en avoir les individus. C'est-à-dire, ça donne une impression sur certains réseaux sociaux de polarisation extrême sur les sujets liés à l'environnement, alors qu'en fait, ce sont les algorithmes, par exemple sur X, qui favorisent les contenus clivants et du coup, qui donnent cette impression d'extrême polarisation qui n'est pas réelle par rapport à d'autres formes d'enquête d'opinion qui se font dans nos sociétés. Oui, cette question de post-vérité, évidemment, pour nous, scientifiques, c'est quelque chose de assez hallucinant. Peut-être pour clôturer sur cette question de climato-scepticisme 2.0, mais aussi pour le rôle des scientifiques là-dedans, il y avait eu également cet article sur le discours du délai climatique, enfin avec les différentes facettes de comment on repousse, c'est pas moi, c'est l'autre, non, ça va pas agir suffisamment, enfin il y a plein de... Oui, c'est important d'arriver à donner à voir ces discours dans lesquels chaque personne baigne, parce qu'en fait c'est comme des œillères qu'on se met pour justifier, comme des alibis qu'on se donne pour ne pas agir, et donc c'est important d'arriver à créer des moments d'ouverture. Je me souviens dans certaines réunions publiques, à un moment donné, j'avais fait une sorte de carte de loto avec les discours les plus récurrents d'inaction. C'est pas forcément les mêmes qu'on retrouve au niveau international ou dans un contexte français, par exemple. Nous, on a des arguments spécifiques. C'est quoi le top c'est quoi la petite carte Alors, loto à un moment donné, en j'avais France entendu 3 fois de suite la même semaine, et c'était la première fois où la France ne pèse que 1% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Classique. Ça, c'est classique. Où notre mix électrique est déjà décarboné, pourquoi devrions-nous faire quelque chose ? Ou non, nous, l'agriculture chez nous ne contribue pas au réchauffement climatique. Voilà, c'est 3 exemples. Mais du coup, c'est important d'avoir très vite une capacité à montrer que ce sont des représentations fausses. Donc par exemple, sur la France, y a ses émissions territoriales et ses importations, les émissions de gaz à effet de serre d'empreinte par personne qui restent très élevées, de l'ordre de 8 à 10 tonnes par personne et par an, quand on prend en compte tous les échanges internationaux. Donc ça, c'est important de répondre rapidement. Et puis le fait que quand on fait la somme de tous les pays qui sont moins de 2% des émissions mondiales, c'est la majorité. Donc bien sûr, la Chine et les États-Unis pèsent lourdement, mais l'ensemble des autres également. Après, il y a souvent une confusion électricité-énergie. Donc nous, on a plus de la moitié de notre consommation d'énergie qui provient des énergies fossiles, que d'ailleurs on importe de pays qui ne respectent pas nécessairement les mêmes valeurs, les mêmes visions du monde, le respect des frontières, des droits humains. Et donc la question climat, c'est pas simplement une question climat, c'est aussi une question d'indépendance, de souveraineté énergétique. Et c'est aussi important de montrer parfois les impostures sur des discours qui mettent en avant la souveraineté ou la protection, mais qui en réalité sont des discours d'asservissement sur la dépendance à d'autres pays, sur l'approvisionnement en énergie fossile, ou qui mettent la tête dans le sable par rapport aux choix difficiles qui doivent être faits pour construire une adaptation dans un climat qui se réchauffe, qui est essentiel pour protéger les biens, les entreprises, les ménages, les activités économiques, et puis les écosystèmes auxquels on tient. Donc ça, c'est important d'arriver à le donner à voir. Et ce qui m'a fait beaucoup réfléchir, c'est notamment ce qu'est l'héritage qu'on a des Lumières. Donc l'héritage que moi je vois des Lumières, c'est la lutte contre les obscurantismes. Et l'obscurantisme, c'est empêcher l'ensemble de la société d'accéder aux connaissances et aux faits scientifiques, qui sont un vecteur d'émancipation, d'esprit critique, et dans une approche respectueuse des droits humains, humaniste. Pour moi, c'est ça l'héritage des Lumières. Et je le vois très menacé. Je le vois menacé depuis les années 80 par le choix des industriels américains des énergies fossiles. Je le vois menacé par les nouvelles formes de désinformation actuelles, avec des formes d'obscurantisme technophile, c'est-à-dire on prend les fruits de la connaissance scientifique quand elles conduisent à des technologies qui permettent d'accumuler des richesses ou du pouvoir, mais pas le reste qui peut déranger, par exemple les connaissances scientifiques en termes de santé, en termes d'inégalité sociale, en termes de changement climatique ou d'érosion de la biodiversité. Et ça, je pense que c'est important de le donner à voir, d'élargir la focale, parce que beaucoup de personnes, en fait, le perçoivent, sont très inquiets. Et je pense qu'il y a un rôle à jouer pour nous, scientifiques. On a une liberté académique qui est précieuse. On peut utiliser notre voix quand on observe des atteintes graves à la place des faits scientifiques dans nos sociétés. Et je trouve qu'on le fait, on ne le fait pas suffisamment fortement. Pour terminer sur ce point-ci, sur l'engagement des
des scientifiques, donc il va y avoir d'ici quelques heures une discussion ici à l'EPFL par rapport à ça. Est-ce que engagement est également synonyme de perte de crédibilité? Est-ce que c'est un rôle absolu face à la crise de si on n'alerte pas, c'est plutôt contre-productif pour notre regard. Il y a eu cette... durant c'était quoi quand Gérald Darmanin avait commencé à dire la dissolution des soulèvements de la Terre, je me souviens que, et je le lisais également dans ce livre, tu n'es peut-être pas d'accord sur les moyens d'action des soulèvements de la Terre, mais en tout cas, tu étais vraiment contre le fait que notre liberté d'expression et notre liberté d'alerter le public soit bafouée. Enfin, je ne sais pas si je mélange plein de choses là-dedans. En fait, ce qu'on voit bien, c'est que la question de la réponse face au changement climatique, elle demande une forme d'engagement de la société. Il s'agit de porter des transformations, c'est difficile. Ne pas le faire, il n'y a rien de plus injuste. Le faire bien, il n'y a rien de plus difficile. Donc ça demande vraiment d'être solide pour défendre la place des faits scientifiques. Et moi, c'est mon engagement. C'est vraiment là-dessus que je me porte. Mais c'est une source de conflit parce que d'une part, on a les tenants, ceux qui bénéficient le plus du statu quo, qui sont prêts à tout faire pour faire de l'obstruction à l'action pour le climat, verrouiller les pratiques. Ça, c'est une source de conflit profond que je viens de décrire. Et puis d'autre part, on a des personnes qui prennent la mesure de ces enjeux, qui sont extrêmement inquiets devant le greenwashing ou les petits pas ou la faiblesse de l'action des gouvernements, qui ont une aspiration à une action radicale. C'est redoutable aussi pour la cohésion de nos sociétés. Et ce que l'on voit, c'est une augmentation aussi de la criminalisation environnementale. Et donc, si on élargit à nouveau la focale, il faut se souvenir que le droit de l'environnement qu'on a construit, il est fragile. Il est venu aussi de contestations environnementales. Il a été construit patiemment, difficilement. Si on enlève la possibilité de contester la destruction de l'environnement, que ce soit des grands projets ou d'autres formes, on affaiblit la qualité de la vie démocratique. Moi, je suis extrêmement attachée à la non-violence, au respect du droit. Et donc, pour moi, ce qui est important, c'est que l'interdiction d'un mouvement soit ancrée dans des enquêtes et le respect du droit, et pas de l'arbitraire. Parce que si on passe dans l'arbitraire, le risque, c'est d'arriver à faire taire toute forme en fait, de contestation environnementale, sociale ou autre. Mmh. Et ça, dans la vie démocratique, ce serait redoutable. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, mais... Ça se passe aussi en Italie, ouais. Ça s'est passé aussi au Royaume-Uni, avec une augmentation de la criminalisation d'intention de se réunir, par exemple. Donc c'est un sujet qui est vraiment important quand on est attaché à ce qui fait aussi le fonctionnement d'une société démocratique. Est-ce qu'il y a un livre ou un film que tu aimerais recommander pour que ça soit... Donc on a parlé des marchands de doute, on a parlé de choses ou de prospectives positives. Le ministère du futur, j'aime bien. Ah, très bien. On va le mettre en description. Voilà. Un grand merci Valérie Masson. Merci beaucoup. Et merci à vous toutes et tous de regarder jusqu'au bout. Si vous vous intéressez dans ces sujets-là, je vous recommande chaudement les épisodes avec Yamina Saeb, avec l'épisode avec les scientifiques en rébellion et bientôt l'épisode avec Wolfgang Kramer. Voilà, merci.